Bonsoir. Bienvenue dans cette critique. Parce que je vais faire une critique de ce film, je vais pas faire un refast. J'ai envie d'en parler comme je veux. Donc après, même si c'est sur 5 minutes, c'est une critique, c'est pas grave. De The Forest of Love. Le nouveau film de Sonotion, directement sorti sur Netflix, distribué. Je sais pas s'il est produit, il me semble qu'il est produit, mais je suis pas sûr. Donc voilà, mettez ces informations-là entre parenthèses. Et de base, je voulais pas parler spécifiquement de ce film. J'ai vu que le nouveau film de Sonotion était sorti sur Netflix, donc je l'ai lancé. J'ai vu qu'il durait 2h30. J'ai fait, bon, bah, je vais me prendre une tarte de 2h30 parce que Sonotion, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Parce que je comparerai un peu au Gaspard Noé japonais. Pas pour la réalisation, mais plus pour les thèmes qu'il aborde et la façon de construire à chaque fois ses scénarios. Et j'ai pas été déçu parce que c'est exactement ça dans ce film. Alors, c'est le Gaspard Noé un peu japonais pour moi parce que c'est quelqu'un qui va mener ses films vers le chaos. Un chaos total, un chaos soit psychologique, mondial ou dans les sentiments des personnages. Là, c'est plus un chaos psychologique et dans le comportement des personnages, pas un chaos global dans le monde, on va dire, c'est plus un chaos qui va représenter une certaine forme de société. Mais là, de ce film-là, il y a quelque chose qu'on retrouve pas dans le cinéma de Gaspard Noé, mis à part peut-être que dans Love, qui est son film le plus gentil et un peu plus tendre. Mais il y a une tendresse dans The Forest of Love que je retrouve plus dans un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Greg Araki. C'est quelle idée. Greg Araki, donc par exemple dans Totally Fucked Up, Nowhere ou The Doom Generation. Cette tendresse qui, pareil, dans un monde où les gens sont un peu plus ouverts d'esprit et un peu plus psychologiquement pas normal, et bah Greg Araki arrive à rajouter cette tendresse chez notamment les personnages adolescents. Et étant donné que la majorité des personnages dans The Forest of Love sont adolescents, voilà, j'ai fait quelques rapprochements entre ces deux réalisateurs qui sont à peu près l'ambiance de ce film de Sonoson qui, au tout début du film, nous plonge dans quelque chose de plutôt euphorique, plutôt au-delà du thème du bonheur, parce que ça va nous parler de romance, ça va nous montrer des scènes un peu plus touchantes, des scènes très poétiques, dont une qui est engendrée au niveau des 20 premières minutes, où on a une sorte de scène très très belle, avec une sorte de scène d'amour, flashback, où on a plusieurs scènes, mais sur un clip musical qui est un thème au piano, qui va revenir plusieurs fois dans le film, qui est magnifique. Mais là où le chaos va commencer à arriver, c'est quand il va se passer un truc pendant cette scène-là, je vous cache pas la surprise, mais en tout cas elle va se couper net à cause d'un événement. Et à partir de là, on sait que ça va partir très très loin. On sait qu'on va pas rester comme on était avant de commencer le film. On sait qu'on va pas ressortir indemne de ce visionnage. Et c'est là où je regrette un peu que ce film sorte sur Netflix, parce que j'aurais vraiment voulu le voir au cinéma. Ça. C'est un film, là je l'ai regardé devant mon PC. Ah non, au cinéma, je me serais pris encore une claque décuplée, c'est un truc de fou. Après, c'est du Sonotion, donc c'est pas très souvent diffusé au cinéma. Il me semble que l'un des seuls qui ait vraiment été bien distribué en France, et encore quand je dis bien distribué en France, c'est genre dans 30-40 salles, c'était Why Don't You Play in Hell, qui était parti à Cannes, etc. Donc celui-là, il y a eu une visibilité. Mais sinon les autres, un Tokyo Drive, un Suicide Club, je pense pas que ça a fait énormément de succès en salle, et je sais même pas si c'est sorti en salle en France. Donc c'est le problème avec ce cinéma-là, c'est... on diffuse de plus en plus à diffuser des films coréens, ce qui est très bien. Mais par contre, tous les autres cinémas asiatiques, indiens, japonais, chinois, enfin, si ce n'est pas des grosses productions, on n'en verra même pas un bout de pied en salle. Du coup, voilà, là, le côté, merci Netflix d'avoir sorti ça pour chez nous, les Européens, les Américains, etc. De l'autre côté, j'aurais vraiment voulu voir ce film-là en salle. Tant c'est quelque chose d'important pour moi. C'est Solution, c'est qu'un réalisateur, il en avance sur tout. C'est contrairement à Ang Lee où il en avance sur tout, ou à James Cameron au niveau de la technologie, bah Solution il en avance surtout au niveau des thèmes. Chaque film de Solution vont développer une certaine réflexion psychologique et philosophique chez toi, qui vont te poser des questions sur ton futur, sur la société d'après, selon tes agissements en fait, comment on peut s'exhiber en société ou avoir un certain faciès. Et c'est ça tout le côté de son notion que j'adore, c'est que il est en avance sur tous les autres réalisateurs, il est en avance sur la société par rapport aux thèmes qu'il met
dans tous ses films. Après, je dis tous ses films, j'ai pas tout vu. Faut savoir que c'est un réalisateur qui est très actif. En ce moment, ces 2 dernières années, 2018-2019, il était très calme. Il est sorti un film en 2018 et un film en 2019. Il faut savoir que de 2012 à 2017, il te sort au minimum 2 films par an. Si ce n'est en 2015, il en a sorti 3 et en 2014, il en a sorti 4. Donc c'est impossible de tout voir sa filmographie, il faut vraiment être taré. Donc moi j'ai vu Why Don't You Play in Hell, j'ai vu Tokyo Drive, Imizu je l'ai vu, il était très bien également, Suicide Club aussi, et ce film The Forest of Love, que j'estime être le plus abordable de tous ceux que j'ai cités là. Si vous voulez rentrer dans la filmographie de Sonotion, c'est l'un des plus abordables, avec peut-être Why Don't You Play in Hell, même si celui-là, si c'est la première fois que vous matez un film KO comme ça, je pense qu'il va être beaucoup plus dur à digérer que ce Forest of Love, parce que comme je dis, il y a une certaine tendresse qui se sort de ce film-là, ce qui fait qu'on a un certain sentiment ambigu quand on regarde ce film entre malaise et une petite touche de bonheur qui nous revient de temps en temps. Après, Solution, c'est quelqu'un qui soigne très très bien l'esthétique de ses films, c'est bourré de perfect shots, enfin sincèrement, mais sans faire de plan fixe, genre il va pas poser son cadre, il va très rarement en tout cas poser son cadre, la majorité du temps, si ce n'est pratiquement presque tout le film, la caméra est toujours en mouvement, que ce soit pendant les champs contre champs, etc. Il y a toujours un mouvement de zoom, il y a toujours un moment, la caméra elle bouge, par exemple tous les champs contre champs sont faits majoritairement en caméra épaule. Donc, ce qui fait que la caméra elle bouge comme ça pendant les champs contre champs, ce qui rend un sentiment très très réaliste, surtout quand dans ton message, tu veux faire un message pour la société et rendre le truc le plus réaliste possible pour qu'on y croit, parce que il va poser plein de graines dans ces films qui sont totalement irréalistes et qui sont totalement fucked up, sauf que il faut qu'on y croit pour adhérer au message et adhérer à cette certaine réflexion qu'on essaie de nous envoyer pendant tout le film. C'est pareil, comme c'est un film accessible à tout le monde sur Netflix, beaucoup plus de personnes vont s'y intéresser sans connaître le cinéma de son notion et sans connaître même le cinéma asiatique, notamment japonais. Je vous encourage de toute façon à aller le voir, mais sachez que les acteurs asiatiques, donc jeux coréens, chinois et surtout japonais, ont une certaine façon de jouer qui n'est pas pareille que nous en Occident par exemple. Vous avez peut-être pouvoir capter que les acteurs surjouent quand même un petit peu trop dans certaines scènes, etc. C'est normal, c'est la façon de jouer des Asiatiques. Coréens, c'est un peu plus soft, mais tout ce qui est chinois, japonais, ils ont cette façon de la jouer. C'est pas qu'ils jouent mal, c'est juste que c'est le jeu là-bas dans leur film. De toute façon, nous en France, on est habitués, on a Christian Clavier. C'est un film accessible à tout le monde et je vous recommande vraiment d'aller le voir sur Netflix. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. Je sais qu'elle va pas être vue par des milliers des cents parce que je parle pas du trailer de Star Wars, je vais pas faire une critique de Terminator. Voilà, mais j'ai envie de parler de ce genre de cinéma que j'aime beaucoup parce que j'adore le cinéma asiatique. Je parle quand même de cinéma coréen de temps en temps, mais voilà, c'est une notion, j'avais envie d'élaborer le sujet, j'avais pas le temps d'en faire une grosse vidéo, je viens de sortir du film, j'avais besoin d'en parler, donc là c'est vraiment à chaud, j'ai rien préparé, etc. Mais c'est important de voir ces films-là, c'est important que sur Netflix ça fonctionne, sur Netflix il y a un bon retour critique, pour que ces films-là débarquent dans nos salles, parce qu'on est là, on regarde sur notre ordinateur, on regarde sur notre télé, on regarde sur notre téléphone, lol, hein, comme des clampins. Mais en soi, on savoure pas comme on devrait le savourer de base. On est là, on regarde le film. Moi, ça m'emporte parce que ça utilise des codes du cinéma qui me font totalement plaisir et me rentrent totalement dans le métrage. Mais je sais qu'au cinéma, j'aurais même pas une seule fois détourné le regard. Là, le problème, c'est qu'on a plein d'objets autour de nous. On a notre téléphone à portée de main, on a des gâteaux à portée de main, donc du coup on bouffe, on fait ce qu'on veut, donc du coup on n'est pas totalement investi dans le film, même si le film nous donne des claques sur des claques. Je peux pas chroniquer et analyser le film plus que ce que je vous dis là, parce que je veux vraiment que vous le découvriez et que vous découvriez cette ambiance sans que je vous spoil un seul dialogue, sans que je vous spoil rien, parce que c'est un film où on se laisse suivre. Et on a des choses qui vont se passer, des choses qui sont réelles, et des choses qui sont totalement mindfuck, qui peuvent pas se passer dans la vraie vie, tellement c'est quelque chose de sorti de nulle part. On a des scènes d'illumination, on a des scènes de
trip total. Et ce retournement final, on le voit pas du tout venir, sauf qu'en fait, on se rend compte que tous les indices étaient placés dès le début. Sauf que c'est pas un truc en mode tiens, on va te mettre une dernière claque dans la gueule. Ce retournement final te pose des questions élémentaires sur tout le film en fait que tu viens de voir, en te demandant en fait pourquoi t'as jugé, pourquoi mec tu juges. Et dès là tu fais ah ouais d'accord, on me pointe du doigt parce qu'en fait pendant tout le film je me suis mis à juger une certaine personne pour que finalement en fait c'était juste un jugement rédhibitoire quoi, il servait à rien, c'était un jugement faux parce qu'en fait on connaît pas tous les gens qui nous entourent. C'est un truc de fou. C'est une réflexion philosophique en plein milieu d'un film chaos qui, de bout en bout, arrive à nous surprendre et arrive à nous mener dans une histoire qui part un peu dans tous les sens, sauf que en fait c'est une histoire vraie. C'est la première fois que Notion fait une vraie histoire vraie comme ça, où il va vraiment au fond de son délire. Et c'est ce qui m'a le plus perturbé, c'est que c'est vraiment passé ça au Japon il y a quelques années déjà. Et bon, pas tout, parce qu'il y a des notions à l'intérieur, hein. Mais il faut vraiment distinguer la réalité et ses notions, parce que c'est un mec qui est vraiment taré. Taré mais génie, hein. C'est comme Gaspard Noé, c'est un taré mais c'est un putain de génie. Et en vrai, il est cool, je pense, hein. Il est pas comme ça dans la vraie vie, c'est juste que son cinéma est totalement barge. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Moi, personnellement, ne vous étonnez pas à le voir dans les premières places du top à la fin d'année, parce que The Forest of Love, ça a été, pour moi, un très gros coup de cœur. Donc voilà, The Forest of Love, c'est un grand oui, c'est sur Netflix, c'est libre service. Regardez-le quand vous le sentez, parce que vous regardez-le pas quand vous êtes fatigué, hein. C'est en VO, sous-titré français, hein, donc pour tous les amateurs de VF qui savent pas regarder un film autre chose qu'en VF, c'est tombé. Si vous voulez rentrer, si vous connaissez pas ce notion, bah allez-y, c'est quelque chose qui va vous marquer, en bien ou en mal, parce que c'est quelque chose de... Soit vous aimez bien, soit vous aimez pas, mais il n'y aura pas d'entre les deux. Et si vous aimez bien ce notion, bah c'est un des meilleurs. Voilà. Sur ce, c'était Luan, c'était la critique, allez voir le film sur The Forest of Love. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler de blockbuster lambda, hein, qui sortent au cinéma, ou de films français à la con, mais sur ce... Voilà, on va pas parler de cinéma japonais tout le temps, parce que ça sort pas toutes les semaines et il y en a même pas en France, donc à vous dire.